Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Sur cette chaîne, qu'est-ce que j'essaye de faire depuis maintenant à peu près 4 ans? J'essaye de proposer une vision transformatrice de la société, profondément transformatrice, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et cette vision transformatrice, à mes yeux, elle a besoin d'être profondément, rigoureusement féministe, et les hommes ont besoin de se tourner vers une transformation profondément antisexiste. C'est un petit peu le fil directeur de cette chaîne. Il y a eu des errements, bien évidemment, il y a des moments où je me suis adonné à du drama, entre guillemets, il y a quelques années, où je répondais à des attaques, où finalement ces vidéos n'apportaient pas grand-chose au débat général. Je pense que c'était une erreur, et l'occasion aujourd'hui est trop belle pour justement pouvoir corriger ce type d'erreur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la Zawa Prod ne tarit pas de propos très désagréables à mon encontre, insultants parfois, j'ai été insulté en message privé, en stream, etc. Ça concerne les vidéastes principaux, bien évidemment, ça concerne également l'entourage de la Zawa Prod, ça concerne les techniciens, bref. Je me fais profondément attaquer sur plusieurs points, et je pense que l'occasion est juste trop belle pour ne pas répondre à ces attaques personnelles et réaffirmer une position politique très forte sur toute une série de sujets. Et c'est très précisément ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui. Il y a 6 points qui sont des points qui ont été abordés par Dany Heras, qui sont des points, je trouve, particulièrement sensibles et même névralgiques, sur lesquels je pense qu'on peut apporter une vision politique différente de la leur, pour leur montrer que quand j'essaye d'apporter un discours qui explique que je suis en désaccord avec certaines de leurs prises de position, ça n'est pas personnel, ça n'est pas parce que je leur en veux, c'est parce que j'ai développé une vision politique très forte, en fait, et assez claire, avec ce fil directeur d'une transformation féministe, rigoureuse, presque radicale. Et donc, on va revenir sur plusieurs points. Dany, par exemple, a expliqué que, au sujet de la question des call-outs, il s'était posé la question de Quatennens et de Taha Bouaf. Et je trouve que c'est une excellente façon de pouvoir répondre. Je pense qu'un positionnement politique assez fort, qui vise, on va dire, une transformation profonde de la société, ne peut pas tergiverser sur ces propos-là. Il n'y a pas tant de questions à se poser. Les cas Quatennens et Bouaf sont très différents l'un de l'autre. Adrien Quatennens a été condamné, je crois qu'il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour des faits de violence physique, de violence psychologique, de violence conjugale, d'emprise, toute une série de choses. Et s'est posé ensuite la question de sa réintégration. Politiquement, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'une transformation profonde de la société. Il ne faut pas avoir peur de dire ce qui est le plus important, ce sont les idées qui sont portées collectivement, les idées d'une transformation qui serait bénéfique à absolument tout le monde d'une société. Et donc, pour pouvoir porter ce type de vision, on ne devrait pas avoir en société à tolérer qu'un parti qui prétend avoir compris la problématique des violences conjugales, qu'il réintègre une personne qui a été condamnée pour violence conjugale. Il y a derrière ça tout cet imaginaire de l'homme providentiel. Il ne faudrait surtout pas toucher à des personnalités qui incarnent un projet parce que les perdre pourrait être catastrophique pour la cause, etc. Et ça, c'est une vision politique que je réfute totalement, cette vision d'un homme providentiel. Adrien Quatennens n'est pas plus grand que la France Insoumise. Mélenchon non plus n'est pas plus grand que la France Insoumise. Ce qui est important, c'est ce que ce parti va transmettre comme idée, va transmettre comme proposition de transformation profonde. Et comment voulez-vous proposer une transformation profonde et féministe et antisexiste de la société si vous réintégrez un homme condamné pour violence conjugale? Certaines personnes, évidemment, pourraient rétorquer qu'il a été condamné par la justice et qu'à ce titre-là, à partir du moment où une personne a été condamnée par la justice, la dette a été payée, la personne ne peut plus être considérée comme redevable à la société une fois qu'elle a purgé la peine que la justice a déterminée, et j'entends très bien. Ce sont des visions politiques qui vont s'entrechoquer. Ma conception, c'est la suivante, c'est que l'une des raisons pour lesquelles les hommes agressent, c'est qu'ils sont dans des situations de pouvoir, dans des situations où ils peuvent exercer un pouvoir, une domination qui
peut prendre la forme d'une violence. Ça peut prendre différentes formes, et là en l'occurrence ça prend la forme d'une violence. Et si on veut éviter que ces hommes-là n'agressent de nouveau, ce qu'il faut faire c'est leur retirer ce pouvoir. Et donc il faut les retirer du milieu dans lequel ils jouissent d'une certaine forme de pouvoir. Et le cas Taha Bouaf est un petit peu différent, mais il y a un prolongement là-dedans Taha Bouaf. Il y a eu des dénonciations au sein de la France Insoumise qui ont abouti à une enquête et à sa mise à l'écart provisoire de la France Insoumise. Il gravite toujours autour de la France Insoumise actuellement. Il n'a pas été condamné. On peut bien évidemment ajouter à la vision antisexiste, féministe de tous ces événements-là, une vision évidemment de race. Bien évidemment qu'il y a une forme de racisme. Taha Bouaf a été mis à l'écart. Et on aimerait savoir pourquoi Éric Coquerel, pourquoi Denis Baupin, eux, n'ont pas été directement mis à l'écart de leur groupe politique. Pourquoi ces groupes politiques, en l'occurrence les Verts, ont exigé des mises à l'écart, celles de Quatennens et de Taha Bouaf, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas fait. Donc bien évidemment qu'il faut aussi intégrer dans cette vision transformatrice de la société une vision centrée sur la lutte stricte contre le racisme, le classisme, la misogynie bien évidemment, la transphobie, tout ce que vous voulez. Évidemment que c'est essentiel. Attendez, Safran est en train... Voilà. De réclamer un petit peu de nourriture. Son bol est plein à craquer. Taha Bouaf, politiquement, comment il faut se positionner? La question à se poser par rapport à Taha Bouaf, puisqu'il n'y a pas eu de condamnation par la justice, c'est est-ce qu'on considère que des témoignages de femmes, c'est suffisant? Est-ce que la parole des femmes, à nos yeux, a suffisamment de crédit pour qu'on prenne des précautions et qu'on mette à l'écart de potentiels agresseurs? Il y a deux choses qu'il faut considérer dans ces moments-là. Un, c'est qu'est-ce que représenterait la présence encore de Taha Bouaf pour les victimes qui ont témoigné? Et deux, quel est le risque que cela engendre de garder Taha Bouaf dans une position dans laquelle il jouit d'une certaine forme de notoriété qui peut lui donner une certaine forme de pouvoir qui peut aboutir à de la violence? Et donc, est-ce que on décide de le mettre à l'écart pour protéger d'éventuelles victimes futures? Et mon point de vue, c'est ça. C'est bah oui, bien sûr qu'il faut l'appliquer. Mais, je veux dire, il faut l'appliquer pour tout le monde. C'est-à-dire que si on l'applique pour Taha Bouaf, on l'applique, je suis désolé de le dire, mais c'est tellement vrai, on l'applique aussi pour les Blancs. Les Blancs qui ont agressé, on applique exactement la même chose. Et j'aimerais que cette vision transformatrice soit portée par... y compris Dany Heraz, qui prétendent vouloir lutter contre le sexisme et la misogynie. Mais d'où viennent ces tergiversations de leur part? Je ne sais pas. Il faudrait leur demander. Il faudrait que les personnes qui sont dans leur entourage se disent « Mais comment se fait-il que vous avez dit que vous vous étiez posé des questions alors que quelque part, il devrait y avoir une forme d'évidence là-dedans ?» Mais ça pose une question très intéressante. Ça pose une question de notre positionnement par rapport au mouvement MeToo. Dany avait déclaré dans son live d'avant-hier, quand il était en solo, qu'il avait été contacté par des hommes qui avaient subi des call-out, qu'il était assez critique d'une certaine forme de call-out, et puis il utilisait Elsa Dec-Marceau, c'est vraiment la seule autrice qu'il cite par rapport à ce sujet-là, et moi ça me questionne bien évidemment, surtout qu'Elsa Dec-Marceau, j'ai lu son ouvrage, elle ne dit pas du tout que le call-out est critiquable en soi, le call-out est un outil qui peut être utilisé correctement et non correctement. Et la question c'est de se dire, voilà, donc MeToo, c'est un mouvement qui est très protéiforme, donc on est à partir de Balance ton port et MeToo dans voilà, ce que les historiens du féminisme ont appelé la 4e vague du féminisme, une vague qui est très différente des 3 premières, qui est portée cette fois-ci non plus par quelques individus, mais par un collectif, par la société. C'est la société là qui réclame un arrêt des violences sexuelles. Et ça s'est manifesté en premier lieu par des millions de femmes qui ont déclaré elles aussi avoir subi un viol dans leur vie, ce qui a permis aux hommes, parce que les femmes le savent depuis la nuit des temps, de réaliser qu'il y avait un problème systémique de violence sexuelle, comme si on avait besoin d'un mouvement MeToo pour le comprendre, mais bon, bah, le fait est qu'il a été nécessaire, et ce qui nous amène, nous, à nous questionner sur nos propres biais, nos propres comportements, nos propres attitudes toxiques. Et ce courant-là, par définition, étant donné qu'il est porté par autant de personnes, n'est pas un courant très politisé. C'est clair que la 4e vague du féminisme n'est pas un courant particulièrement politisé. Les premières vagues et deuxième vagues étaient extrêmement influencées par le marxisme. Vous savez que le MLF vient du FMA, Féminisme, Marxisme, Action. Donc il y avait déjà, si vous voulez, des structures et des carcans politiques qui orientaient la forme de leur lutte, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des personnes comme Alice Cordier qui prétendent incarner le féminisme, alors que c'est un fémonationalisme qui est à combattre de toute notre force, comme à l'autre spectre total,
des féministes d'extrême gauche. Et toutes ces personnes-là revendiquent parfois quelques petites choses en commun, à savoir la lutte contre les agressions sexuelles et les viols. Alors le fémonationalisme, évidemment, on a l'impression, à les entendre, qu'ils luttent pour un viol 100% français. C'est-à-dire que les viols, quand ils sont commis par les Français, c'est pas bien grave. Par contre, les viols commis par des immigrés, ça c'est une catastrophe. C'est à combattre comme vision. Mais comprenez ce que je veux dire, c'est un mouvement qui, de fait, n'est pas politisé. Et donc la question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que c'est souhaitable, MeToo? Parce que Dany sous-entend que, en fait, les dérives de MeToo, le fait que les hommes ne puissent plus réellement se défendre, ne soient pas réellement sereins vis-à-vis d'éventuels call-outs, ça lui pose question. C'est deux visions qui vont s'opposer, une vision idéaliste, une vision matérialiste. Alors, on va reparler précisément de la question de l'empathie à l'encontre des hommes call-out. Il explique avoir reçu beaucoup de messages, en particulier des messages d'hommes qui ont subi des call-outs, et il expliquait avoir ressenti de l'empathie pour ces personnes-là. Il y a un positionnement qui est un positionnement moral, tout à fait assumé de ma part. Dany critique beaucoup le fait que des personnes se positionnent dans des positionnements qu'il appelle les positionnements de moraline. Bon, j'aimerais quand même faire remarquer à Dany qu'il ne s'adresse à moi qu'en des termes moraux, c'est-à-dire qu'il essaye de dépeindre un portrait moral de moi négatif pour discréditer mes arguments. Voilà, qui est dans la morale, qui ne l'est pas, bref. Et puis ensuite, tout argument a une partie de moralité. On ne peut pas distinguer le fait de la morale de façon stricte. Mais la question à se poser, c'est une question qui est vraiment intéressante. MeToo est donc un mouvement protéiforme qui s'est fait connaître, on va dire, par la pratique du call-out. C'est la pratique du call-out qui a permis aux hommes de se dire « mais il y a autant d'hommes comme ça qui ont violé ». Balance ton port en particulier par rapport au call-out. Et donc, dans ces call-outs, c'est évident qu'il y a parfois des call-outs pour des choses gravissimes et des call-outs pour des choses qui le sont moins. C'est évident, enfin, je veux dire, des témoignages concernant des hommes qui auraient pu faire du mal à des femmes, ils vont prendre toutes les formes possibles. On peut faire du mal à une femme parce qu'on a été violent avec elle, parce qu'on l'a violée. Le féminicide est la forme la plus extrême de violence masculine, bien évidemment. On peut avoir fait du mal à une femme parce qu'on l'a mal quittée, parce que, je ne sais pas, pour toute une série de raisons. Et donc, ce qu'explique Dany, c'est que il y a call-out et call-out. Il y a des call-out pour des choses gravissimes sur lesquelles il n'y a absolument aucun doute, sur lesquelles lui est positionné très clairement, j'ai rien à reprocher là-dessus. Puis il y a d'autres call-out qui sont sous des formes un tout petit peu différentes, qui racontent des choses, qui sont des choses évidemment moins graves que le féminicide, bien évidemment, mais qui sont quand même des choses qui dénotent d'une domination structurelle masculine, dont nous les hommes, moi le premier bien évidemment, nous bénéficions. Et dans certaines circonstances, on va en reparler dans un instant, on pourrait être amené à profiter de cette situation dominante. C'est quoi ces circonstances? Évidemment, c'est le conflit. Le conflit, c'est vraiment le point névralgique à partir duquel un homme peut utiliser cette position de domination masculine pour reproduire une forme de violence. Et nous, les hommes, devons nous positionner par rapport à ça. Actuellement, Dany et Raz sont extrêmement injurieux et insultants à mon encontre et diffamants, parce qu'ils sont dans cette position de pouvoir, ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi, etc. Et donc ils peuvent se permettre de ne pas répondre sur les arguments, parce qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés, beaucoup plus de vues que moi, etc. Qu'est-ce qu'on préfère alors? Est-ce que on préfère un monde, du coup, sans MeToo? Parce que, vous comprenez, il y a des call-outs qui peuvent aboutir à des conséquences sociales, ou des hommes qui se sentent mal, comme le dit Dany, des hommes qui peuvent avoir des idées suicidaires. Ou est-ce qu'on veut un monde avec MeToo, en acceptant qu'il puisse exister parfois des call-outs troubles? Effectivement, ça existe, sur lesquels on a du mal à se positionner. Et là, pour moi, c'est la différence entre une vision purement idéaliste et une vision matérialiste. Je pense que le monde est bien meilleur avec MeToo tel qu'il est aujourd'hui, tout imparfait que ce mouvement soit. Je pense que le monde est bien meilleur avec ce mouvement. Et lorsque Dany met beaucoup en avant justement ces call-outs un petit peu troubles pour les critiquer en utilisant Elsa Marceau pour expliquer que le call-out parfois c'est une arme qui est mal utilisée, etc. On est dans une vision idéaliste de critique de MeToo parce que MeToo peut avoir parfois des conséquences négatives. Maintenant, lorsqu'il explique avoir eu de l'empathie parfois pour des hommes qui ont subi des call-outs, moi j'ai envie de dire que les hommes ont, de par leur statut de domination, la possibilité d'asseoir un narratif. Leur narratif sur une histoire, et donc il faut toujours remettre ça en question. Lorsque vous avez une situation de conflit qui aboutit à de la violence, de la toxicité, on ne peut pas dire il y a le témoignage d'un homme, le témoignage d'une femme, et puis vous voyez, c'est une parole contre une parole. C'est pas les mêmes paroles. Hein. Ces paroles n'ont pas le même poids, ces paroles n'ont pas les mêmes conséquences, les hommes ont beaucoup plus accès à la parole publique,
la domination masculine s'exerce et prend différentes formes, et la stratégie agresseur est quasiment systématique dans la violence masculine, et donc la stratégie agresseur faisant que l'agresseur s'entoure d'alliés et isole la victime, eh bien il n'y a pas les mêmes soutiens, donc c'est pas réellement une parole contre une parole. Je pense que moralement, il est nécessaire d'avoir un positionnement moral, de l'accepter, de l'assumer, et de se dire, lorsqu'il y a des faits de violence qui sont décrits par une femme, je choisis de porter mon empathie vers cette femme. Et Danny explique que lui a ressenti de l'empathie pour les hommes qui ont subi un call-out. Et ça dénote, à mon avis, d'un positionnement politique qui est extrêmement peu radical. On revient finalement dans cette vision-là au cas par cas. Il faudrait analyser au cas par cas les call-out, les affaires de violence masculine. Bah non, il faut absolument l'analyser de façon systématique. Il faut absolument sortir justement du cadre de la relation interpersonnelle pour pouvoir porter sur le monde un regard globalisant et dire, voilà l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, voilà comment j'aimerais voir le monde demain, je prône une vision transformatrice de la société, donc je défends le mouvement MeToo quoi qu'il arrive. Il y a aussi eu une attaque assez intéressante à mon encontre sur l'essentialisation des hommes et des femmes. Ça, c'est un truc sur lequel j'ai été insulté en message privé par un membre de la Zawa Prod, c'est charmant. Insulté en live, et c'est un truc que je retrouve dans des dizaines et des dizaines de commentaires. Il y aurait une essentialisation des hommes à l'état d'agresseur et une essentialisation des femmes à l'état de victime. Alors, ce discours-là, c'est le discours d'Eugénie Bastier sur Le Figaro. Ni plus ni moins. Eugénie Bastier dit « Le féminisme aujourd'hui essentialise les femmes sont d'éternelles victimes à leurs yeux ». Et ce qui est assez malhonnête dans cet argument, c'est qu'en réalité, non, il n'y a aucune essentialisation des hommes et des femmes dans les discours féministes aujourd'hui, certainement pas dans les miens, dans les discours antisexistes que je porte. En revanche, dans les situations où un conflit a produit de la violence, le positionnement moral de dire « je vais accorder du crédit au témoignage de la femme » ne veut pas dire qu'on voit la femme comme une éternelle victime. Porter de l'empathie à l'encontre d'un témoignage et choisir de défendre le témoignage d'une femme, ça sert à quoi? Comme nous explique très bien Ernestine Ronay, quand on reçoit un témoignage, l'objectif de la réception du témoignage d'une personne qui a subi de la violence, c'est de le recevoir avec neutralité et bienveillance. La bienveillance, ça signifie le prendre pour ce qu'il est, avec ses imperfections. Il y a des choses qui ne seront pas forcément cohérentes, il y a des dates qui vont changer au fur et à mesure de la narration, il va y avoir des oublis, et puis il va y avoir des détails qui sont donnés qui ne se sont pas réellement produits comme ça, qui peuvent être corrigés par la suite, et puis la personne, etc. La bienveillance, ça va être de dire, lorsqu'une personne a subi de la violence, narrer cette violence-là, arriver à se mettre à la troisième personne pour voir ce qui s'est passé avec un petit peu d'auteur, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, il faut être bienveillant. Et la neutralité, ça veut dire qu'on n'accorde pas valeur de vérité stricte à ce témoignage. C'est pas notre rôle, nous ne sommes pas des juges. Mais en réceptionnant ce témoignage avec bienveillance, on montre qu'on ne remet pas en cause ce témoignage et qu'on ne remet pas en cause la gravité des faits qui ont été décrits ou la façon dont la personne a vécu ces faits-là. Il n'y a pas d'essentialisation des hommes et des femmes. Je ne sais pas pourquoi le public de Danny Raz, vous m'attaquez en boucle là-dessus, parce que vous ne m'entendrez jamais dire les femmes sont des victimes et les hommes sont des agresseurs. Et je trouve que ces éléments de langage sont utilisés pour décrédibiliser les arguments que j'essaye d'apporter et de décrédibiliser la vision politique que j'essaye d'apporter. Et je trouve ça dommage parce que il me semble que même dans les vidéos que j'avais faites un petit peu rapidement, après qu'on ait découvert ce qui s'était produit, il me semblait avoir essayé de porter justement cette vision-là. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais revenir, qui est un point intéressant, c'est que lorsque vous avez un homme qui subit un call-out, on voit les vidéos, ils ont l'air un petit peu sombres, la mine un petit peu sombre, ils font au moins semblant d'être un petit peu touchés ce qui se passe. Et puis est arrivé le cas Bégodeau. François Bégodeau a tenu des propos ouvertement sexistes et misogynes reconnus comme tels par la justice, bien qu'il n'ait pas été condamné, à l'encontre de Divine Bantigny. Et la réaction de Bégodeau, c'est une réaction nouvelle, qu'on n'avait pas vue depuis Balance ton port et MeToo, qui est une réaction où il assume parfaitement ses propos, il en rit, il répond aux gens qui lui ont reproché ces propos-là. Moi, il m'a envoyé plus d'une dizaine de mails, vraiment, vraiment par charité intellectuelle, je ne vous les partagerai pas, mais c'est assez triste. Alors que la justice, bien qu'elle ne l'ait pas condamné, ait reconnu le caractère ouvertement sexiste de ses propos, et en a fait un livre pour faire de l'argent. Et donc ça, c'est une nouvelle forme de réaction. On va rebondir finalement sur un call-out, une attaque en justice, un procès, pour pouvoir se mettre en avant, faire un peu de joie autour, faire un petit peu d'argent, etc. Et je trouve que cette façon de réagir est vraiment la pire des manières possibles,
parce qu'il y a une minimisation du coup de la gravité des faits qui lui ont été reprochés. Alors évidemment, on n'a pas reproché à François Bégodeau d'avoir agressé sexuellement une femme. Je suis d'accord. Mais si vous portez une vision transformatrice de la société, profondément transformatrice et vraiment radicalement antisexiste, radicalement féministe, on ne peut pas accepter de tels propos. Même si ça n'a pas abouti à la mort de quelqu'un, cet argument est pour moi inentendable, il n'a pas tué non plus. C'est Laurent Ruquier qui disait ça à l'encontre d'un de ses amis qui avait été accusé de viol. Ça n'est pas entendable. Si on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, si on veut aller vers quelque chose qui nous permette de reconsidérer complètement les rapports entre les hommes et les femmes, pour bien comprendre exactement tous les ressorts de la domination masculine, pouvoir lutter contre ces ressorts-là, pour aboutir à une société moins violente envers les femmes, il faut le faire. Et ça veut dire être capable de dire peut-être que François Bégodeau n'a pas été condamné, n'empêche que ses propos ne sont pas acceptables, et réagir de façon presque joyeuse à ça n'est pas acceptable. Et c'est ça que j'ai voulu dire quand j'ai partagé ce tweet, où on voit Moufette qui ironise en riant sur le fait que des gens auraient dit que tous les gens à la Zawa Prod seraient sous l'emprise de Dany, et que tout le monde rigole quand elle ironise de ça. Moi je suis choqué par ça. Je me dis mais, bah mince, Dany il est accusé d'emprise et de violence psychologique. Et ça y est, on ironise déjà dessus. Un peu comme Bégodeau réagit. Et ça, moi, ça m'inquiète beaucoup, parce que je trouve que ça peut ouvrir la voie, et c'est Yéna qui m'a signalé ça, et elle a entièrement raison, ça peut ouvrir la voie à, je ne sais pas, à demain, tous les hommes call-out qui pourraient réagir de la même façon, ce qui provoquerait une minimisation absolue de toute la misogynie que les femmes subissent qui ne serait pas un viol. Tout ce qui serait en dessous du viol, en termes de gravité, ce serait complètement minimisé et on en rigolerait collectivement. Je trouve que ça n'est pas responsable. Je trouve que politiquement, ça n'est pas responsable. Il était là, le fond de mon propos. Je vous fais cette vidéo pourquoi ? Je fais cette vidéo parce que Dany Heraz n'arrête pas de dire les gens nous attaquent, les gens nous en veulent, etc. Et évidemment, moi, je fais partie des gens qui, soi-disant, les attaquent. Dany Heraz, vous m'attaquez en permanence, tout le temps. Vous m'insultez en ce moment, vous vous êtes moqué de moi pendant des années. Vous êtes en train de faire un renversement, vous êtes en train de m'attaquer. Vous avez attaqué, je sais pas, Badmuch par exemple, pendant des années. Et je pense qu'il est assez clair que dans cette vidéo, je ne suis pas en train de vous attaquer en retour. Je suis en train de vous expliquer pourquoi, en fait, politiquement, j'ai des désaccords profonds avec vous. Et je trouve que c'est une réaction pure de dominant de considérer que si j'ai des critiques à émettre, c'est nécessairement parce que je voudrais votre place. Moi, je suis militant, je n'en vis pas, je n'en vivrai jamais, je ne compte vraiment pas vivre de mes revenus sur Internet, parce que quelque part, du coup, vous dégagez cette sorte d'impression que pour vous, vous avez la vérité absolue, infuse, et donc, si j'exprime un désaccord à votre rencontre, c'est nécessairement parce que je veux votre place, et pas parce que je pourrais porter une vision politique différente de la vôtre. Et voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je ne réagirai pas aux attaques. J'aimerais juste demander au public de Dany Heraz, aux membres de la Zawa Prod, de cesser ce que vous êtes en train de faire à mon encontre. Parce que je suis en train d'en faire des captures, d'isoler les propos dans les vidéos. Voilà. On est dans un pur harcèlement actuellement. Vous êtes en train d'appliquer beaucoup de violence à mon encontre. Vous l'organisez et je vous demande de cesser ça. Si vous voulez me répondre, vous êtes les bienvenus pour me répondre. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec les visions politiques que je porte, mais discutez-en. Il n'y a aucun problème. Discutez-en, c'est fait pour ça. Les idées sont faites pour être débattues. Mais voilà. Les attaques personnelles, incessantes, les injures, les diffamations, ça fait quand même beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais répondre. Je voulais rappeler du coup ma ligne directrice, je voulais rappeler la vision de transformation que je porte profondément en moi, et ce qui explique finalement pourquoi j'ai pris la parole autour de ce qui est en train de se produire autour de la Zawa Prod en ce moment. Et je suis content d'avoir pu clarifier certaines choses avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite. À bientôt.